L'Union monétaire ouest-africaine, un montant de 88 milliards de francs CFA. Le Royaume-Uni est en deuil. Le prince Philippe n'est plus, âgé de 99 ans. L'époux de la reine d'Angleterre s'est éteint ce vendredi. Et puis dans le clin d'œil de ce soir, il sera question de faire un zoom sur le rôle du Fonds monétaire international dans le développement du continent africain. C'est tout pour les titres de ce 20h qui s'ouvre au Gabon. Ce vendredi, en présence du chef de l'administration gabonaise et plusieurs membres du gouvernement, le président Ali Bongo Ondimba a inauguré le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok. Le point avec nos confrères de la communication présidentielle. Ces images ne sont pas virtuelles. Il s'agit bien du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok. L'œuvre dédiée à l'apprentissage des métiers est à la dimension des grandes ambitions du président de la République pour les générations futures. En arrivant ici pour l'inauguration de cette structure, le numéro 1 du pays concrétise sa vision pour un projet majeur consacré à l'apprentissage des jeunes aux métiers pourvoyeurs d'emploi. Des mots me manquent, tellement je suis très content, particulièrement d'avoir pu visiter un centre comme celui-là. Vous savez, dans notre pays, il faut faire des choses, il faut y voir, il faut réaliser. Et pour les jeunes surtout, pour les jeunes Gabonais qui se mettent au travail dans un centre fait pour eux. Le complexe multisectoriel inauguré ce jour est le fruit d'un partenariat public-privé de l'État gabonais avec l'investisseur chinois Avic International. Il s'inscrit dans une stratégie ambitieuse d'offre de formation professionnelle adaptée aux besoins du marché pour faire baisser la courbe du chômage chez les jeunes. Et un centre comme ça, je veux aussi aider la jeunesse. Moi-même, je suis prêt à prendre en charge tous les frais de scolarité de ce centre-là. Ça, c'est quelque chose que je peux annoncer, que vous pouvez annoncer, et je veux que tout le monde puisse profiter de ça. Admis sur concours, les 160 apprenants de la première promotion devraient donc bénéficier de l'offre de prise en charge du président de la République. La pose de la première pierre de cette infrastructure a été effectuée en août 2017 par le chef de l'État. 3 ans après, à travers cet investissement, Ali Bongo Ondimba confirme ses ambitions pour l'avenir de la formation professionnelle et la lutte contre le chômage. C'est les jeunes. Retrouvons nos confrères de la communication présidentielle. D'une capacité d'accueil de 1000 places pour 600 lits en son internat, le Centre international multisectoriel de Nkok s'étend sur 14 hectares. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation de la vision du chef de l'État qui a toujours eu cette vision moderne. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent être rassurées quant au fait que le Gabon a donné et a mis à la disposition de la jeunesse gabonaise un cadre d'enseignement qui nous permettra d'avoir des enfants, des jeunes hautement qualifiés et bien formés aux enjeux du marché de l'emploi. La structure de pointe entièrement équipée est constituée de 32 bâtiments. Elle offre 11 filières de formation dans des domaines innovants. Nous avons 11 filières qui sont dans le génie industriel, génie mécanique, génie électrique, génie électronique, préparation des engins, maintenance informatique. Nous avons également une filière aéronautique sur le personnel navigant et commercial, ainsi que tout ce qui est gestion du fret. Nous avons de la fabrication métallique. Toutes ces filières ont été définies en accord avec le secteur privé. Plus de 3 ans après la pose de la première pierre de ce complexe par le président de la République, c'est un joyau architectural qui voit le jour sur ce site, avec un bloc administratif et pédagogique, un bloc hébergement des enseignants, un autre pour les apprenants et un bloc sportif. De la semaine prochaine, nous allons recevoir tous les jeunes qui ont été admis au concours. Ils vont être accueillis ici et installés à l'internat. Ils vont arriver lundi, on les reçoit, on les installe. Et dès mardi, ils vont faire le dépistage Covid. Et à partir de mercredi, on aura les résultats. On va les réinstaller à nouveau et nous allons démarrer les activités pédagogiques. Adoptée en 2008, la réforme professionnelle est bien en marche au Gabon. Avec des niveaux de finition de 70 à 90%, les travaux des centres multisectoriels de Franceville et de Port-Gentil devraient compléter ce tableau pour l'avenir de la formation professionnelle et des jeunes en République gabonaise.
puis justement, l'inauguration de ce centre international a également été l'occasion pour les responsables de cet établissement de fixer la date de sa rentrée interstage au lundi 12 avril. Cette rentrée concerne les parents et les admis au concours pour les filières génie électronique, génie électrique ainsi que ceux de la maintenance automobile. John Cyril Ondomengue et Alban Rouba nous font le point. 3 jours seulement séparent l'inauguration du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'un corps de sa rentrée interstage arrêtée pour le 12 avril avant le démarrage des activités pédagogiques en mai 2021. Le démarrage des cours, ou plutôt la réception d'abord dans un premier temps des jeunes qui viennent de partout du Gabon, se fera lundi prochain. Voilà, lundi matin. On reçoit tous ces jeunes-là qui ont été admis au concours, notamment ceux qui sont de la filière génie de la maintenance automobile et les génies de l'électricité électronique. Voilà, ce sont ces 80 jeunes que nous allons recevoir dans un premier temps, les installer à l'internat que vous voyez derrière moi, en attendant d'être dépistés. Le projet a bénéficié d'un financement extérieur à hauteur de 85% qui intervient dans le cadre de la coopération sino-gabonaise à travers le groupe chinois EVIC International. Ces projets sont financés par le Exim Bank de la Chine avec une prêt préférentiel crédit acheteur. Cette nature de financement, c'est le financement de coopération sino-gabonaise. Parce que le taux d'intérêt pour le financement, c'est très faible. C'est 2% taux d'intérêt, 20 ans de rembourser avec 50 de grâce. Ça, c'est vraiment une coopération gagnant-gagnant. Et y compris les 3 centres de formation de génie civil et tous les équipements, avec la formation des formateurs, avec le service après-vente, pédagogique. Aussi, au final, actuellement, on est en train de faire, ce sont les soutiens de management pour que les Gabonais équipe management manager le centre. Le centre multisectoriel à vocation internationale se veut être une référence sous-régionale en matière de formation et d'enseignement professionnel. Et puis, autre actualité toujours au Gabon, avec pour objectif de vulgariser les notions d'éthique et de probité. La campagne anticorruption continue. Sur le terrain, ce vendredi, le ministre Francis Keya et son équipe étaient dans le nord de Libreville, où ils sont allés à la rencontre des agents de la mairie d'Akanda. Linda Guel-Moranga et Loïs Bédion. L'équipe de Francis Keya s'est entretenue avec les agents de la mairie d'Akanda dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption et de vulgarisation des notions d'éthique et de probité. Il est essentiel de réduire la corruption et ses effets pernicieux pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est pour cette raison que nous avons répondu à votre invitation à nous rappeler les fondamentaux indispensables si on veut changer les comportements et remplacer l'intégrité publique. Sous la supervision de la première ministre Rose Christiane Osuka Raponda, le gouvernement gabonais souhaite intensifier la promotion de la bonne gouvernance en luttant contre la corruption pour des raisons multiples. Au-delà du volet sensibilisation, cette campagne de lutte contre la corruption se poursuit alors que le Gabon s'est engagé dans une phase d'évaluation des mécanismes de bonne gouvernance, un combat mené en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le gouvernement vient de mettre en place un plan d'accélération et de transformation qui a besoin d'énormes ressources financières et qui ne saurait s'accommoder à des pratiques de corruption susceptibles de ralentir son efficacité. La corruption affaiblit le contrat social avec des répercussions sur l'économie des nations. Après Libreville, la présente campagne de sensibilisation est sur le point de se déployer à l'intérieur du Gabon dans les prochains jours. Et puis, hors des frontières gabonaises, en Côte d'Ivoire, pour mieux lutter contre le chômage, le gouvernement veut faire de la formation professionnelle un levier d'insertion sociale. Et pour y parvenir, un atelier récemment organisé a abouti jeudi à l'harmonisation des filières enseignantes. On parle avec Ornella Guédou. Le gouvernement ivoirien entend faire de la formation professionnelle un axe majeur de son action, afin de répondre efficacement aux besoins de main-d'œuvre de son économie. 12 filières et 93 spécialités
c'est le nombre de formations retenues parce que jugées comme les plus pertinentes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Ces filières et spécialités ont été harmonisées et actualisées à l'issue d'un atelier dont les résultats ont été restitués jeudi à Abidjan. Ces spécialités retenues ont fait l'objet d'une dénomination consensuelle et d'une concertation au préalable. Avec la présence de Jed Mel, le directeur de cabinet du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Par ailleurs, Noël Kosono, le directeur des filières de l'innovation et de la qualité, s'est réjoui de la tenue de cet atelier, soulignant l'importance des filières et des spécialités au regard de leur incidence sur l'efficacité du dispositif de formation professionnelle. Le président du Conseil national des branches professionnelles, Ndri Kofi, a appelé les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire à multiplier des concertations pour une meilleure adéquation formation-emploi. Ceci pour mieux asseoir la politique de réinsertion sociale du gouvernement ivoirien qui s'est engagé à lutter contre le chômage des jeunes. Direction le pays des hommes intègres pour la suite où l'État, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, vient de lever sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 88 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor organisée en partenariat avec l'agence UEMOA titre. Retrouvons Ornella Guédou pour les détails. Cet emprunt obligatoire du Burkina Faso sur le marché financier de l'UEMOA s'inscrit dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. La démarche du pays des hommes intègres s'inscrit dans la stratégie de l'Union monétaire ouest-africaine qui cible non seulement les investisseurs socialement responsables, mais aussi les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamées par les États de la zone. Au terme de l'attribution, l'agence UEMOA Titres a répertorié 188,496 milliards de francs CFA, là où l'émetteur burkinabé ne sollicitait que 80 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à un taux de couverture de 235,62%. Sur le montant global proposé par les investisseurs, le Trésor public burkinabé en a retenu 88 milliards de francs CFA et rejeté les 100,496 milliards de francs CFA restants, soit un taux d'absorption de 46,69%. Les titres émis seront remboursés le premier jour suivant la date d'échéance fixée au 8 avril 2026 pour les ODR de maturité 5 ans. Pour ce qui est du paiement des intérêts, il se fera dès la fin de la première année à un taux d'intérêt fixe de 6,05%. Concernant les obligations de relance de maturité 7 ans, le remboursement interviendra aussi le premier jour suivant la date d'échéance fixée au 8 avril 2028. Quant au paiement des intérêts, il se fera dès la fin de la première année à un taux d'intérêt fixe de 6,25%. Et puis, dans le clin d'œil de ce soir, nous parlons du Fonds monétaire international, de son rôle et ses missions, ainsi que la place de l'Afrique dans la politique du grand argentier mondial. Le Fonds monétaire international est une organisation financière internationale créée en 1944 lors de la conférence des Nations Unies à Bretton Woods. Son siège est basé à Washington, aux États-Unis. L'institution a été mise en place dans le but d'éviter les dévaluations compétitives qui avaient contribué à la crise des années 1930 et pour encourager la coopération monétaire et commerciale internationale. Dans le détail, il est question pour cette instance financière de promouvoir la coopération monétaire internationale, de faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce mondial, de veiller à la stabilité d'échange
aider à établir un système multilatéral de paiement et de mettre ses ressources à la disposition des pays confrontés à des difficultés de balance de paiement. Tout cela moyennant bien sûr des garanties adéquates. Le FMI a pour mission principale de veiller à la stabilité du système monétaire international, indispensable au bon fonctionnement des échanges commerciaux internationaux. Pour cela, il analyse les politiques économiques de chaque pays et émet des recommandations. C'est dans ce sens qu'il peut assister financièrement un pays en difficulté en lui accordant par exemple un prêt versé par tranche ou bien en lui allouant des droits de tirage spéciaux. Pour cela, il octroie au pays concerné un prêt long en échange de réformes libérales, notamment la dévaluation de la monnaie nationale, en général surévaluée, afin de rééquilibrer la balance commerciale, l'ouverture du marché de biens pour favoriser les échanges internationaux, la privatisation d'entreprises publiques, les réformes fiscales ou l'assouplissement du droit du travail. Dans un contexte marqué par une croissance économique mondiale en berne, l'Afrique n'est pas épargnée par ces programmes d'ajustement budgétaire du Fonds monétaire international. C'est là l'un des défis de la nouvelle patronne, Kristalina Georgieva, deuxième femme à diriger l'institution, après la française Christine Lagarde, qui vient de prendre la tête de la Banque centrale européenne. Kristalina Georgieva, économiste de renom, est bien consciente de l'énorme responsabilité dont elle hérite désormais. Mercredi dernier, elle réaffirmait déjà « Je prends mes nouvelles fonctions en étant consciente des gros défis à relever ». Quelle sera alors la place de l'Afrique dans cette nouvelle gestion de l'instance financière mondiale au moment où la plupart des États sur le continent sont engagés dans un processus de réforme des économies nationales? Quel sera le comportement du FMI dans les tensions commerciales persistantes et le fardeau de la dette qui plombe de nombreuses économies? Une mission de 5 ans qui s'annonce déjà difficile à partir de ce 1er octobre, mais pas pour autant impossible à remplir. L'Afrique attend donc être au centre des enjeux. C'est donc un mandat de défi qui attend désormais la nouvelle patronne du FMI. Parlons de santé à présent et la page consacrée à la Covid-19 s'ouvre sur le continent en direction du Maroc, qui est le seul pays africain le plus avancé en matière de vaccination contre la Covid-19. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé, et cela malgré une vaccination globale à l'échelle du continent ralentie par les retards de livraison du vaccin AstraZeneca. On en parle avec Sean Kani et Davila Obola. Selon les chiffres fournis par le ministère marocain de la Santé, dans son bilan livré jeudi, un total de 4 433 939 personnes ont reçu une première dose de vaccin, alors que 4 115 290 autres se sont vus administrer la deuxième dose contre le coronavirus. Au regard de ces chiffres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donc estimé jeudi que le royaume chérifien était à ce jour le pays le mieux avancé en matière de vaccination de sa population sur le continent africain. Si le Maroc semble bien parti pour la campagne de vaccination anti-Covid-19, de nombreux autres du continent, eux, peinent encore à avancer. La principale difficulté est le retard de livraison du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative mondiale soutenue par l'OMS, le COVAX. Des retards dus à la suspension par l'Inde, le principal fournisseur de ce vaccin, qui a bloqué temporairement des exportations au profit de la vaccination préalable de sa propre population. Pour enfoncer le clou, l'Union africaine vient d'abandonner l'utilisation de vaccins AstraZeneca dans sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Une mauvaise nouvelle pour ce vaccin, déjà en peine avec des suspicions au sujet des effets secondaires dans plusieurs pays en Europe. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Agence européenne de médicaments a indiqué vendredi enquêter sur d'éventuels liens entre le vaccin contre la Covid AstraZeneca et des cas de problèmes de vaisseaux sanguins après avoir admis cette semaine qu'il existait des effets secondaires rares sous forme de caillots sanguins. On en parle avec Larissa Iman. 5 cas d'un syndrome de fuite capillaire caractérisé par la fuite de liquide des vaisseaux sanguins
causant le gonflement des tissus et une chute dont la pression sanguine seront mises en étude par l'Agence européenne des médicaments. Les moins de 55 ans ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. En France, devraient avoir leur deuxième avec un autre vaccin, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. La Haute Autorité de Santé en France avait suspendu ce vaccin pour les moins de 55 ans le 19 mars, en raison de rares cas de thrombose repérés en Europe. Mais auparavant, près de 600 000 Français, notamment des soignants, avaient reçu une première dose de ce vaccin, injecté depuis début février. Depuis son autorisation, le parcours d'AstraZeneca a été chaotique, avec plusieurs rebondissements qui ont entamé la confiance du grand public. Le 2 février, juste après son autorisation, il est d'abord réservé aux moins de 65 ans en France, faute de données sur son efficacité chez les plus âgés. Un mois plus tard, son utilisation est élargie à tous les âges. Puis, mi-mars, le vaccin est suspendu quelques jours après les signalements en Europe de thrombose. Très rare et très atypique. L'Agence européenne des vaccins, l'EMA, a reconnu mercredi qu'ils étaient bien liés à l'AstraZeneca. Entre-temps, la France avait décidé le 19 mars de l'injecter uniquement aux plus de 55 ans, car ces thromboses ont surtout été observées chez des sujets plus jeunes. D'autres pays ont également fixé des limites d'âge, mais sans forcément choisir la même. AstraZeneca est par exemple réservé aux plus de 30 ans au Royaume-Uni, de 60 ans en Allemagne ou de 65 ans en Suède. Et puis, je vous l'annoncer en titre, l'époux de la reine d'Angleterre depuis 1952, le prince Philippe, est décédé ce vendredi à l'âge de 99 ans. C'est le palais de Buckingham qui l'a annoncé un peu plus tôt dans la matinée. On en parle avec Miguel Mabika. Avec le décès du prince Philippe, Élisabeth II perd son époux depuis plus de 70 ans et un homme dont elle était tombée amoureuse adolescente. Pour elle, il a renoncé au titre qu'il avait reçu à la naissance, pris la nationalité britannique et adopté le nom anglicisé de sa mère, Mountbatten. À ses côtés, il accomplit des milliers d'engagements publics jusqu'à sa retraite en 2017. Un dévouement auquel Élisabeth II avait rendu hommage, confiant publiquement qu'il avait été sa force et son soutien. La monarque et chef d'État qui aura 95 ans ce 21 avril doit désormais affronter seules les crises qui ébranlent la famille royale britannique. Non seulement le petit-fils de la reine, le prince Harry et son épouse Meghan se sont mis en retrait de la famille royale depuis un an, mais ils n'ont pas été tendres envers elle. Installé aux États-Unis, le couple a accordé le 7 mars sur CBS un entretien à Oprah Winfrey consacré à son exil fracassant. Meghan a affirmé n'avoir reçu de la famille royale aucun soutien psychologique malgré ses idées suicidaires. Pire, l'ex-actrice métisse et son époux ont affirmé qu'un membre non identifié de la famille royale s'était interrogé sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie avant sa naissance. Ces accusations ont relancé un vif débat sur le racisme au Royaume-Uni, alimenté par les manifestations Black Lives Matter l'an dernier. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Larissa Eman au lieu de Miguel Mabika, comme annoncé, voilà, qui met un point final à ce journal. Voici le rappel des titres. Nous l'avons vu au Gabon, le Centre international multisectoriel de formation d'une COC vient d'être inauguré par Ali Bongo Ndimba en présence de Rose Christiane Osuka-Raponda et plusieurs membres du gouvernement. Pour contenir les effets de la pandémie et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire, le Burkina Faso vient de lever sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 88 milliards de francs CFA. Et puis nous l'avons vu, le Royaume-Uni est en deuil. Le prince Philippe n'est plus âgé de 99 ans. L'époux de la reine d'Angleterre s'est éteint ce vendredi. Et dans le clin d'œil de ce soir, il était question de faire un zoom sur le rôle du Fonds monétaire international dans le développement du continent africain. Où que vous soyez dans le monde, Gabon 24 est partout avec vous via nos plateformes numériques. Surtout, n'oubliez pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24.
Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation intègre 5 projets. L'ouverture des centres de formation professionnelle pour garantir l'adéquation entre l'offre de compétences locales et les besoins des employeurs en main-d'œuvre sur le marché du travail. Le programme de facilitation de l'accès à l'emploi pour assurer une meilleure fluidité du marché du travail. La refonte des programmes pédagogiques et des curricula de formation pour favoriser les conditions d'employabilité de la main-d'œuvre locale. La mise